Merci de vous être connectés aussi nombreux à ce webinaire sur comment bien analyser les données hyperspectrales. Donc, je suis Sylvie Roussel, la présidente d'Ondalis, et donc je vais modérer ce webinaire et faire l'introduction de nos deux orateurs du jour. Donc, ce sont Julien Boyer pour Ondalis et Mathieu Marmion pour Spekim. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous les présente rapidement. Julien Boyer est ingénieur chimiométricien machine learning de l'OPEX en France et data scientist chez Ondalis actuellement. Chez Ondalis, nous sommes une société de prestation de services en analyse de données spectroscopiques et d'imagerie hyperspectrale. Nous faisons des prestations d'analyse de données, bien évidemment, mais aussi des formations et de la distribution de logiciels. Et puis nous avons un invité à la personne de Mathieu Marmion, qui lui appartient à la société Spekim, donc qui est ingénieur en génie électrique en France et en Norvège, qui a un doctorat en géographie physique en Finlande, et qui est lead application specialist chez Spekim, donc qui est responsable application chez Spekim et qui travaille dans cette société depuis une quinzaine d'années. Spekim, c'est un équipementier qui conçoit, fabrique et vend des solutions d'imagerie hyperspectrale pour divers marchés, dans l'industrie, l'OM, les intégrateurs, la recherche et même l'aéroporté. Donc voilà, ce sera nos deux orateurs du jour et nous aurons une troisième personne qui va se joindre à eux, à la personne de Jordan Poulain, qui Bonjour est à tous. data scientist chez Ondalis, pour la partie questions-réponses. Donc on va avoir une petite trentaine de minutes sur la partie conférence et ensuite nous pourrons répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du webinaire ou même à la fin. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre après la présentation. Donc, cette présentation, elle se fait en deux temps. Une partie plus théorique sur la méthodologie d'analyse d'image hyperspectrale. Donc, qu'est-ce qu'une image hyperspectrale et comment bien la traiter, quelle méthodologie vraiment appliquer. Et puis, on verra un cas concret d'application à la fin sur un projet, le projet Vignotte, sur le suivi de maturité des grappes à la vigne par imagerie hyperspectrale. Voilà. Donc, merci aux deux orateurs et puis je laisse la parole à Julien Boyer pour le début de cette présentation. Eh bien, merci Sylvie pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais vous définir donc qu'est-ce qu'une image hyperspectrale. Et pour cela, je vais commencer par partir du principe donc d'une image de couleur donc RVB. Donc une image, donc c'est composé d'éléments spatiaux qu'on va appeler pixels. Et dans le cas d'une image couleur donc RVB, chaque pixel est une combinaison des trois couleurs rouge, verte et bleue d'intensité ou de niveau de gris différents. On peut schématiser comme ceci. Donc, pour faire le parallèle avec une image hyperspectrale, donc une image hyperspectrale, c'est le même principe. Donc, c'est composé d'éléments spatiaux, également appelés pixels, à la différence que ici, un pixel n'est plus la combinaison de trois couleurs rouge, verte et bleu, mais correspond à un spectre de n longueurs d'onde. On peut représenter comme ceci. Donc, qu'est-ce que l'imagerie hyperspectrale? Donc, c'est une technique qui va combiner l'imagerie et la spectroscopie pour obtenir des informations spatiales donc, qui va permettre de capter l'hétérogénéité des échantillons qu'on va analyser et d'obtenir des informations spectrales qui va être du coup liées à la chimie de notre échantillon. Maintenant, une image hyperspectrale, si on regarde ça un petit peu sous le format données, on peut le représenter par un cube de données. On peut représenter comme ceci. Et donc, pour faire le traitement d'une image hyperspectrale, on va déplier ce cube comme ceci pour obtenir une matrice où on va pouvoir appliquer notre méthodologie de traitement. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu qui va vous présenter la gamme de caméras hyperspectrales que propose Spekim. Merci Julien pour cette introduction. Donc bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc en effet, à Spekim, nous fabriquons des caméras hyperspectrales, mais pas seulement, mais nous en fabriquons donc qui vont de la gamme spectrale qui part de 400 nanomètres
jusqu'à 12 000 nanomètres. Donc, il y a la première zone spectrale qui est donc visible proche infrarouge, qui va de 400 jusqu'à 1000 nanomètres. Et voilà, donc ici, nous avons 3 caméras principales, la FX10, la IQ et la AFX10, qui peut être du coup posée dans un drone. Après, de 900 jusqu'à 1700 nanomètres, on a les caméras proches infrarouges qui sont également, ici on en a 3, donc la FX17, la GX17 et aussi la Spekim AFX17 qui peut également être posée dans un drone. Après, on peut aller dans des longueurs d'onde qui sont un peu plus longues, qui vont de 1000 jusqu'à 2500 nanomètres. Ici, on a donc la caméra SVIR. Et après, nous allons dans le domaine du thermique. Là, nous en avons 2. Donc, il y en a une sur ce transparent qui va donc de 2,7 jusqu'à 5,3 micromètres. Et donc, on en aura également une qui va ressortir là bientôt. Avant, on avait la chouette qu'on l'appelait, qui allait de 8 à 12. Donc, nous fabriquons des caméras qui couvrent toute cette gamme spectrale. Et nous avons en effet la Spekim IQ qui est utilisée pour faire du travail sur le terrain. Elle est portable. C'est une caméra qui enregistre les spectres de 400 jusqu'à 1000 nanomètres. Elle peut être posée sur un trépied parce qu'en fait, ce sont toutes des caméras push broom par balayage, mais celle-ci, elle inclut le scanner qui est à l'intérieur. Et pourquoi on parle plus de celle-là? C'est parce qu'en fait, dans l'étude de cas qui va être présentée un peu plus tard dans cette présentation, les données ont été acquises avec cette caméra. Donc voilà. Alors, quand on fait de l'imagerie hyperspectrale, c'est important de prendre plusieurs choses en compte. Donc déjà, il faut contrôler la lumière. Il faut penser à avoir un éclairage qui est suffisant, mais surtout homogène, d'un point de vue spatial, mais aussi d'un point de vue spectral. Il faut que ce soit pertinent, c'est-à-dire que quand on fait une image hyperspectrale, généralement, on mesure la lumière réfléchie par rapport à la lumière incidente. Donc, si dans la lumière incidente, il manque des longueurs d'onde, par exemple, si on utilise des diodes classiques, comme par exemple, il peut y avoir aussi dans votre téléphone portable, en fait, ça ne va pas couvrir toute la gamme spectrale, donc ça ne va pas pouvoir être utilisé. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser ce qu'on appelle des lumières dites hyperspectrales. Il faut éviter les objets parasites qui veulent polluer, qui peuvent polluer votre image, ou alors ça peut poser des questions de stray light, c'est donc de la lumière parasite. Si vous avez un objet qui est plutôt noir et vous mettez des objets clairs aux alentours, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là, donc il faut penser à ce genre de choses. Il faut essayer de faire aussi des mesures dans des conditions qui soient répétables, c'est-à-dire que la distance entre la caméra et l'échantillon doit être à peu près toujours la même. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, à partir de là, la résolution spatiale peut avoir un impact sur, ce que l'on observe. Par exemple, il peut y avoir un mélange entre les échantillons et le fond. Donc quand on a, par exemple, ce problème-là, de résolution spatiale, ça peut poser des problèmes. Il faut essayer d'utiliser le même type de lumière. Alors c'est vrai que quand on fait la normalisation, quand on prend en compte justement la référence blanche et la référence noire, en principe, on corrige les effets de lumière, mais par exemple, il peut y avoir des lumières qui peuvent produire plus de stray light alors qu'il y en a d'autres qui n'en produisent pas. Le soleil n'en produit pas, alors que des halogènes peuvent en produire de 400 à 410 nanomètres, par exemple. Et c'est bien d'avoir aussi le même fond, de manière à ce que s'il y a des débordements, ce soit toujours les mêmes. Pour paramétrer l'instrument, c'est aussi très important de le faire. Alors, il faut mettre une image qui soit en focus, de manière à obtenir des objets qui soient aussi nets que possible. Et il faut également que la vitesse de balayage corresponde avec la vitesse d'acquisition, parce que si la caméra acquiert les lignes, parce qu'une caméra par ligne acquiert les lignes à une certaine vitesse, si après votre scan il est trop lent ou trop rapide, il pourrait y avoir des déformations sur vos objets. Et également le temps d'intégration de manière à maximiser le rapport signal à bruit. Alors, quand on fait de la mesure hyperspectrale, c'est ce que j'expliquais, il faut normaliser les images. Pour ça, on doit mesurer les références blanches et les références noires. Et donc, Julien va y revenir après. La référence blanche, en fait, c'est la lumière incidente qui est mesurée et vue par la caméra en prenant en compte sa sensibilité. Et également la transmission de l'optique qui est utilisée. Et la référence noire, c'est en fait le bruit du détecteur, parce que chaque instrument de mesure a du bruit de manière il faut donc on le mesure de manière à pouvoir le retirer, pour faire quelque chose de propre. Après, il faut regarder ces échantillons, s'ils sont plutôt diffus, s'ils sont plutôt spéculaires, quel genre d'informations on veut obtenir, quel genre de géométrie on doit utiliser, plutôt une illumination diffuse ou plutôt spéculaire en fonction de ces échantillons, et en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire, par exemple, de l'analyse de films plastiques très fins, alors on se met plutôt en spéculaire, enfin voilà, il y a des choses comme ça à prendre en compte. Et après, il faut se poser la question si on a besoin, oui ou non, d'une calibration radiométrique. Généralement, on en a besoin quand on ne peut pas prendre la référence blanche pour faire de la réflexion, mais qu'on veut mesurer plutôt de l'émission. De l'émission, ça peut être par exemple de la fluorescence, ou ça peut être par exemple tout simplement des diodes si on veut faire de la lumière, on veut vérifier des champs de lumière. Donc voilà, donc ça, ce sont les choses qu'il faut prendre en compte quand on veut faire l'acquisition de bonnes images hyperspectrales.
Alors, maintenant, on va parler traitement d'image, parce qu'une fois qu'on a acquis son image, il faut pouvoir la traiter. Et donc, à Spekim, nous proposons également une plateforme. La plateforme s'appelle Spekim One. C'est donc une unité de traitement. C'est ce qui ressemble ici à une boîte de chaussures. C'est le Spekim Cube. Et à partir de là, dedans, il y a un GPU. Donc, la caméra FX10, 17 ou FX50 peuvent être connectées. À partir de là, on peut acquérir des images et elles peuvent être donc traitées parce qu'on a un logiciel de traitement qui s'appelle le Spekim Insight. Avec ce logiciel, on peut faire de l'analyse qualitative et quantitative et aussi de l'analyse de la composante principale. Et une fois qu'on a fait son modèle, on peut le convertir en application et après le recharger dans le cube afin de pouvoir faire après du traitement en temps réel. Donc voilà, ça c'est un produit qui est fait par Spekim. Maintenant, je vais redonner la main à Julien pour que tu puisses continuer tout simplement avec ta participation. Eh bien, merci Mathieu. Donc, en ce qui va concerner donc, le cas d'application que je vais vous présenter dans ce webinaire, donc, on a réalisé le traitement donc, sur les logiciels de chez Eigenvector, donc la PLS Toolbox, donc, qui est un logiciel d'analyse multivariée et de machine learning, donc, qui fonctionne dans l'environnement MATLAB. Ce logiciel a une configuration, donc plutôt logiciel clé en main indépendant de MATLAB, qui va s'appeler Solo. Donc, ces logiciels sont plus faits pour tout ce qui est traitement spectroscopie dite classique. Donc, pour faire du traitement d'image, Eigenvector propose une toolbox additionnelle donc à la PLS Toolbox et à la Solo, donc qui s'appelle EMIA Toolbox, qui est un outil spécialisé dans le traitement d'image et donc qui doit être combiné avec la Solo ou bien la PLS Toolbox. Donc, pour bien analyser les images hyperspectrales, il faut suivre une méthodologie donc, en quatre étapes. Donc, la première étape, l'acquisition des images. La seconde, qui est donc le traitement du signal, donc déjà un petit peu abordé par Mathieu précédemment. Ensuite, une troisième étape qui va être le traitement de l'image et tout ce qui va concerner donc, la sélection de la région d'intérêt de notre image, donc région d'intérêt qu'on peut aussi appeler ROI. Et enfin, une quatrième étape, donc la partie donc géométrie machine learning où on va développer des modèles. Donc, pour revenir sur l'étape 1 d'acquisition des images, donc Mathieu en a déjà beaucoup parlé précédemment. Donc, il a parlé de l'éclairage, d'éviter les objets parasites, d'avoir des conditions répétables, de bien paramétrer son instrument. De mesurer les références donc blanches et noires pour pouvoir corriger le signal. Donc pourquoi je refais un petit peu un rappel sur ce point-là, c'est parce que en traitement de données, cette étape n'est pas à négliger parce que c'est une étape importante qui va influer sur la complexité donc, du traitement des images, mais aussi sur les performances potentielles des modèles qu'on va avoir par la suite. Et le cas d'application que je vais vous présenter va plutôt bien illustrer l'importance de cette étape. Donc, une fois qu'on a acquis les images, on va réaliser ce qu'on appelle un traitement. Donc, comme l'a dit Mathieu, c'est pas pouvoir corriger notre signal brut pour enlever donc, le bruit électronique via la référence blanche et les fluctuations de lumière et les potentielles dérives instrumentales avec la référence blanche. Donc, pour corriger ce signal, on va prendre notre signal I, donc brut, auquel on va soustraire notre référence noire pour corriger le bruit électronique. Et à ce signal, on va diviser donc ce I corrigé par le I0, donc la référence blanche elle-même corrigée donc, de la référence noire, pour pouvoir corriger les fluctuations de lumière et les dérives instrumentales, et donc obtenir une image avec un signal en réflectance. Une fois qu'on a nos images et que notre signal est traité, donc on va pouvoir passer à la partie traitement de l'image. Et dans le cas d'image hyperspectrale, il est important de sélectionner notre région d'intérêt sur laquelle on va vouloir travailler. Donc, pour faire cela, on va d'abord réaliser donc, une analyse exploratoire. Donc, évidemment, pas sur l'ensemble de notre base de données parce que c'est long. On va faire une sélection d'un sous-ensemble d'images représentatives qui va capter donc, les multiples facteurs de variabilité de notre base de données d'images.
Sur cette sous-ensemble d'images, on va réaliser une analyse exploratoire. Donc, par exemple, une analyse en composantes principales, donc ACP, ou bien on va regarder uniquement l'allure des spectres pixel par pixel ou longueur d'onde par longueur d'onde. Donc, cette étape, ça va nous permettre de définir une stratégie pour réaliser justement le détourage donc, de notre région d'intérêt. Donc, la stratégie, ça peut être soit l'image est simple et donc là, peu de travail à faire, on peut tout de suite faire un seuillage pour sélectionner notre riz, soit c'est compliqué et là, il va falloir peut-être regarder des pré-traitements, regarder potentiellement des réductions de dimensions. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on devait faire sur nos images test, on va faire une méthode de seuillage pour séparer donc, notre région d'intérêt du fond. Et donc, cette région d'intérêt, par la suite, si on veut faire de la quantification, il va falloir qu'on fasse la moyenne des pixels donc, de cette région d'intérêt dans nos images pour obtenir une image égale un spectre. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que en quantification, chaque échantillon a une seule valeur de référence. Et donc, pour pouvoir appliquer des méthodes géométriques, il faut qu'on associe à cette valeur de référence uniquement un spectre par échantillon. Quand on veut faire de la classification, on a le cas où une image égale une classe. Et dans ce cas-là, on va faire comme pour la quantification. Et on a un autre cas où, là, c'est un petit peu particulier, où on a plusieurs classes dans une même image. Et donc là, on va plutôt faire de l'étiquetage manuel ou du clustering pour sélectionner nous-mêmes des classes et les attribuer dans une image. Évidemment, une fois qu'on a défini cette stratégie sur cette sous-ensemble d'images qu'on avait sélectionné au tout début de cette étape, on applique ça à l'ensemble de notre base de données pour obtenir notre base de données spectrale finale qui va être utilisée pour appliquer les méthodes de géométrie et de machine learning. Donc, l'étape de géométrie et machine learning, ça va être essentiellement l'étape de modélisation. Mais avant de faire ça, il faut qu'on réalise une analyse exploratoire sur la base de données qu'on a obtenue après le traitement de nos images. Donc, quand on veut faire de la quantification, après, on va plutôt utiliser des algorithmes tels que la PLS, donc partial least square, ou un peu plus compliqué, donc des modèles SVR, donc support vector machine regression. Quand on veut faire de la classification ou bien de la discrimination, on va utiliser des algorithmes tels que la PLSDA, donc Partial Least Square Discriminant Analysis, ou bien des SVM, donc Support Vector Machine, ou bien des algorithmes tels que Simca. Donc à cette étape-là, une fois qu'on a fait notre analyse exploratoire sur cette nouvelle base de données, qu'on a construit notre modèle, que ce soit en quantification ou en classification, on va passer à une dernière étape qui va être l'application de ce modèle à une image. Donc maintenant qu'on a abordé la partie théorique de cette méthodologie de traitement, vous allez me dire pourquoi faire de l'analyse d'image hyperspectrale? Eh bien en fait, nous avons déjà un petit peu évoqué le sujet. Donc, le premier objectif de l'analyse d'image, qui est le plus couramment utilisé, c'est la classification d'objets. Donc, pour faire de la discrimination, de la détection de défauts, de la reconnaissance de forme ou autre. Donc, ici, un exemple que l'on ne va pas développer dans ce webinaire. Donc, une photo, donc une image hyperspectrale aérienne du fleuve Mississippi. Et là, dans ce cas, le but, c'était de traiter ces images pour pouvoir discriminer donc, le fleuve de la Terre et de tous les autres composants de l'image. Ensuite, un autre objectif donc, de l'analyse d'image hyperspectrale, ça va être de la quantification. Donc, pour prédire la composition moyenne d'objets, visualiser l'hétérogénéité spatiale, donc des propriétés chimiques de ce qu'on veut analyser, faire de la contrôle qualité de produits ou autre. Donc là, le cas d'application, ça va être le cas d'application du projet Vignotte, qui va être le cas qui va nous intéresser ici et que je vais vous développer en détail par la suite. Donc, le projet Vignotte, sur lequel on a développé ce cas d'application, est un projet donc interrégional
du sud-ouest de l'Europe, avec la participation de la France, de l'Espagne et du Portugal. Ce projet a pour but de développer des capteurs pour le suivi de la vie. Donc, les partenaires français qui nous ont contactés pour traiter une partie de leurs données sont donc l'INRAE, l'UMR-ITAP, équipe comique basée à Montpellier, et l'IFV Occitanie. Donc, ces deux partenaires nous ont contactés pour travailler sur une partie de leurs données qui était donc pour réaliser l'évaluation de la maturité de grappes de raisin donc par énergie et par spectrale, en faisant la prédiction donc, de la teneur en sucre, qui est un des indicateurs de la maturité du raisin. Donc, pour faire cela, en données, on avait des acquisitions d'images sur 2 cépages de raisin rouge, acquises sur 4 dates de maturité différentes pour les 2 cépages, pour un total de 131 images acquises aux conditions donc, au champ. Donc, les images ont été prises directement à la vigne. Et donc, le paramètre à prédire ici était donc la teneur en sucre exprimée en degrés X. Donc, Mathieu l'a déjà évoqué au tout début de ce webinaire, mais les images ont été acquises donc, avec la caméra hyperspectrale Spekim IQ avec une plage spectrale allant de 400 à 1000 nanomètres. Donc, pour ce cas concret, je vais vous détailler chaque étape clé de la méthodologie que je vous ai présentée précédemment. Donc, la première étape qui était l'acquisition des images. Donc, ici, dans ce cas, les images ont été acquises au champ avec des conditions de prise d'image difficiles, ce qui, vous allez le voir, a compliqué un tout petit peu le traitement des données. Parce qu'on avait dans ces images tout ce que Mathieu nous a conseillé de ne pas avoir. Donc, des objets parasites avec des feuilles, des branches, de la terre ou autre, avec des conditions de luminosité variables dues aux conditions météo qui variaient en fonction des jours d'acquisition, de la position de la grappe dans l'image, de l'éclairage de la grappe dans l'image. Donc, comme vous l'avez compris, des acquisitions d'images avec des conditions difficiles. En ce qui concerne la deuxième étape du traitement du signal, donc là, tout simplement, une correction du signal en réflectance. Donc, si on regarde le graphe ici, on a nos images avec en intensité brute, donc quelques pixels de raisin. Donc là, on peut voir, c'est assez bruité. On a une échelle allant de 200 à 600. Donc, quand on passe en réflectance, donc, on corrige le bruit électronique et les variations de lumière et les dérives instrumentales, on va passer à ce signal-là. Donc, en réflectance, donc là, on voit qu'on a changé l'allure des spectres, on a corrigé le bruit électronique et enlevé les variations de lumière. Donc, dans la partie 3, donc, du traitement d'image dans le cadre de cette application, donc, la première étape, c'était de choisir un sous-ensemble d'images. Donc ici, 8 images ont été sélectionnées qui étaient représentatives de la base de données. Ces 8 images nous ont permis de définir la stratégie de détourage qui allait être appliquée à l'ensemble de la base de données. Donc, on a commencé par faire une analyse exploratoire donc, sur ces 8 images-là. Donc, l'analyse exploratoire ici était constituée donc, de l'exploration des spectres et de l'analyse et de la réalisation d'une ACP, donc d'une analyse en composantes principales. Donc ça nous a permis de savoir si on arrivait facilement à séparer les spectres de raisin des spectres des autres choses qui ne nous intéressent pas dans cette image. Donc, la conclusion de cette analyse exploratoire, c'est qu'on avait beaucoup de facteurs de variabilité, que là, si on regarde sur ces images-là, on a du mal à faire la différence entre nos grappes de raisin et le fond. Et donc, la conclusion, c'est qu'on n'a pas pu faire un seuillage simple et que le détourage allait être un peu plus compliqué. Donc, comment on a fait pour pallier à ça? Donc, on a développé une ACP donc, sur l'ensemble des spectres de raisin des 8 images qu'on avait sélectionnées et qui capturaient la variabilité totale de l'ensemble de la base de données. À partir de cette ACP, on a calculé un critère statistique qui combinait les résidus et les leviers de cette ACP. Donc là, on a un exemple sur les 4 images. Donc, le critère statistique, quand on le remet sous forme d'image, ça ressemble à ça.
Donc, on voit bien, on a réussi à refaire sortir les pixels de nos raisins qui nous intéressaient dans cette image avec tout ce qui est bleu foncé qui correspond à nos raisins et le reste, le fond, donc tout ce qui ne nous intéresse pas dans nos images. Donc, une fois qu'on obtient cette image du critère statistique, on va réaliser un seuillage dessus. Donc, ce seuillage est réalisé donc, dans la MIA-Toolbox, donc présenté donc de chez Eigenvector, avec comme outil la particle size analysis, donc qui permet de faire un seuillage en prenant en compte également la taille et la forme des pixels qu'on va sélectionner. J'entends par là que si on faisait juste un seuillage classique sur ce critère statistique, notre seuillage sélectionnerait tous les pixels en noir. Donc, également ces pixels-là et les pixels de raisin. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, en prenant en compte la taille et la forme des pixels, on arrive à sélectionner uniquement nos pixels donc, associés au raisin qui sont entourés en blanc. Donc, le passage de notre image de critères statistiques dans la particule size analysis nous permet d'obtenir donc nos ROI pour toutes les images. Ici, un exemple des 4 images des 8 sélectionnées préalablement. Donc, maintenant, une fois qu'on a notre ROI, il va falloir qu'on moyenne pour chaque image l'ensemble des pixels de cette ROI pour obtenir un spectre moyen par image. Je rappelle, on est en quantification, on a une seule valeur de référence, donc à cette seule valeur de référence, on veut associer un seul spectre. Donc, si on regarde les 8 images qu'on avait sélectionnées, on avait 8 images, 8 grammes de raisin, 8 ROI, donc on obtient 8 spectres. Maintenant, si on applique toute cette stratégie à l'ensemble de la base de données, on avait 131 images, et du coup, on va récupérer 131 spectres représentés sur cette figure. Et c'est cette base de données-là qui va nous servir à développer les modèles géométriques par la suite. Donc, si on passe à la partie donc, modélisation, géométrie et machine learning, dans le cadre de cette application, le modèle à développer était un modèle donc SVMR, donc support vector machine régression. Donc, avant d'appliquer le modèle, on a fait des pré-traitements spectraux sur la base de données. Donc ici, c'était un pré-traitement SNV. Pour valider le modèle, nous avons fait une validation croisée 6 blocs, ce qui nous a permis de valider les performances du modèle développé. Donc, si on regarde le graphe donc, des mesures de référence versus les mesures, enfin, les prédictions en cross-validation, ici colorées par le cépage. Donc, ça nous permet de visualiser un petit peu la linéarité de notre modèle. Évidemment, on a regardé également les performances du modèle et ça, ce qui nous a permis de le valider et donc d'avoir un modèle qui est utilisable. Donc, maintenant qu'on a développé notre modèle, on va vouloir l'appliquer à une image. Donc, comment on fait cela? Donc, si on regarde ici, on a une image auquel on veut prédire l'ensemble des pixels d'une grappe de raisin. Donc, la première étape sur cette image, ça va être d'appliquer la même stratégie de détourage qu'on a développée précédemment. Donc, quand on applique cette méthode de détourage, on va obtenir ce qu'on appelle un masque avec 2 classes. En rouge ici, les pixels du fond qui ne nous intéressent pas. Et en vert, les pixels donc, de notre ROI, donc la grappe de raisin. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc là, à partir de là, on va prendre en compte uniquement les pixels associés à notre grappe de raisin en oubliant totalement les spectres associés au fond de l'image qu'on ne veut pas prédire. Alors, comment appliquer donc, un modèle à l'ensemble de cette ROI? Donc, si on revient un petit peu au format de données d'une image hyperspectrale, donc c'est un cube de données. Donc, on a déplié ce cube pour obtenir une matrice comme ceci. À cette matrice, on va appliquer donc, le pré-traitement utilisé pour la modélisation, donc ici un pré-traitement SNV. Donc, à cette matrice où on a appliqué le pré-traitement, on applique le modèle SVMR développé, ce qui va nous permettre d'obtenir donc, un vecteur de prédiction
comme ceci, que l'on va replier pour retrouver ce côté image, ce qui va nous permettre de visualiser les résultats sous forme de carte. Donc, dans notre cas, concrètement, ça va donner quoi? Donc, on va obtenir une carte des prédictions, donc ici en fausse couleur. Donc, là, on a prédit le taux, le Brix, donc, qui est associé à la teneur en sucre du raisin. Donc, si on regarde, on obtient une image comme ça. Donc, on était parti d'une image de raisin comme ceci, et on a fini par, avec tous les pré-traitements, le développement du modèle et l'application du modèle à une image en fausse couleur, comme ceci. Ça va nous permettre de visualiser l'hétérogénéité de notre grappe de raisin, de voir que le minimum de degrés Brix est de 12,5 et que le maximum allant de 22,5 degrés Brix pour cette grappe de raisin, et que la teneur en moyenne représentative de cette grappe est autour de 19,2 degrés Brix. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était tout pour le cas d'application pour ce webinaire. Je vais repasser la main à Sylvie. Merci, merci Julien, merci Mathieu pour cette présentation qui était très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat maintenant que vous avez une idée un peu plus globale de la présentation. Et sinon, bien sûr, vous pourrez nous poser toutes vos questions par la suite. Donc, vous voyez nos coordonnées qui s'affichent. Donc, côté Spekim, vous avez les coordonnées de Mathieu Marmion et son email. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des mails. Et puis, côté Ondalis, donc ça, c'est plutôt sur la partie hardware et solutions d'imagerie hyperspectrale. Et sur la partie traitement de données, vous pouvez nous envoyer aussi un mail pour tout ce qui est prestations, logiciels, bien sûr, d'analyse d'image, formation. Donc, vous voyez qu'on a déjà 2 formations qui sont prévues en 2024, là, en juillet et en novembre. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ondalis.fr pour une étude scientifique un peu plus approfondie que ce qu'on vient de vous présenter là, qui reprend un petit peu le webinaire avec la méthodologie et puis le cas d'application, mais un petit peu plus détaillé. Voilà.